Bonjour et bienvenue à tous dans notre podcast L'APO Micro, le podcast de l'Association parisienne des étudiants en orthophonie. Donc à travers ce podcast, vous allez pouvoir en apprendre davantage sur cette profession essentielle ainsi que sur ses différents domaines et axes de prise en charge. Vous allez également découvrir les différentes méthodes de rééducation ainsi que le matériel associé. Et enfin, vous pourrez aussi poser toutes vos questions sur notre compte Instagram APO Paris. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet à la fois méconnu et fondamental, les fentes labiopalatines. Donc ce sont des malformations qui peuvent impacter non seulement l'apparence du visage, mais aussi l'alimentation, la respiration, l'audition, la parole et bien plus encore malheureusement. Et c'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui. Donc définition, prise en charge, rôle de l'orthophoniste, travail en équipe et accompagnement des familles, on va faire le tour ensemble. Donc pour en parler avec expertise, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Chapuis, orthophoniste spécialisée dans la prise en charge des enfants porteurs de fentes. Donc bonjour Madame Chapuis, merci beaucoup pour votre présence. Donc avant de commencer cet épisode, on aimerait en savoir un peu plus sur vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un peu de votre parcours ? Bonjour Eva et bonjour Camille, merci de votre invitation, surtout merci de votre invitation à parler des fentes labiopalatines. Pour faire rapide, du coup, je n'ai pas toujours été orthophoniste. Je suis diplômée depuis 2010. En revanche, j'ai fait une reconversion avec l'idée de me spécialiser dans les fentes palatines parce que c'est, notamment en voyant un reportage sur le sujet, que j'ai découvert ce métier, plus une amie qui m'en a donné l'envie. Et du coup, j'ai commencé, on va dire, les stages dès la deuxième année. À l'époque, on était en 4 ans. J'étais à un moment donné même dans 2 équipes différentes, etc. Embauchée 1 an avant, entre guillemets, puisque c'est ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, du coup, j'exerce de 2 manières. Ce qu'on appelle en exercice mixte, donc au cabinet, où je prends en charge notamment des fentes labiopalatines, mais aussi des enfants en bas âge avec troubles de l'articulation, parce que c'est assez corrélé quand même, de la déglutition et des fonctions myofasciales et d'une manière générale de la maxillofaciale, et de la neuroadulte. Et dans mon exercice hospitalier à l'hôpital Necker, donc j'exerce au centre de référence des malformations de la face et des fentes. Service dirigé par le professeur Arnaud Picard. Et du coup, là, on voit beaucoup de fentes, mais pas que. On voit d'autres malformations de la face, d'où mon intérêt pour la maxillofaciale. Et donc, le centre référence, c'est le centre coordonnateur de la filière, dans la filière tété-cou, des centres MAFAS. Il y a 24 centres, dont certains en Outre-mer. Voilà. Merci beaucoup. Donc on va pouvoir commencer. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous définir les fentes et finalement qu'entend-on par fente labiopalatine ? Alors on peut parler des fentes en général et après on a deux grandes familles. Les fentes qui vont être... alors on parle souvent de fentes antérieures-postérieures, c'est pas une bonne idée. Dans la recherche, dans notre exercice hospitalier, on parle beaucoup de fentes primaires et secondaires, mais là on fait référence à l'embryologie, donc ce qui se développe en premier, c'est-à-dire lèvres aînées et gencives, donc le palais primaire, et fentes secondaires, on va parler du voile et du palais osseux, parce qu'en fait la particularité c'est que le palais osseux appartient au primaire jusqu'au canal palatin, c'est-à-dire à peu près derrière les petites papilles, là où ça commence à descendre quand on passe la langue en reculant sur le palais. Donc ça, c'est le palais primaire, tout ce qui est en avant. Et secondaire, ça va être presque tout le palais osseux, finalement. Et le voile du palais, qui est une partie molle, qui n'est pas une partie en soi, puisqu'elle est composée de 5 muscles. Donc dans les types de fentes, on va avoir des fentes du palais primaire, donc soit que la lèvre, soit la lèvre et la gencive, et ça peut aller au maximum un petit peu sur le palais primaire jusqu'au canal. Dans les fentes du palais secondaire, on va avoir du coup des fentes qui, elles, ne se voient pas, puisque ça sera soit le voile du palais, soit le voile du palais plus une partie du palais osseux. Mais ça ne se verra pas puisque ça s'arrêtera à nouveau au canal palatin.
Quand on parle de fente labiopalatine, on parle de fente totale, c'est-à-dire que là, il y a une atteinte à la fois en avant, en arrière. Du coup, il y a une communication aussi complète. Et alors, on peut avoir des associations, fente complète d'un côté, pas de l'autre. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle une fente totale. Donc, labio pour labial, palatine pour palais. On parle aussi de fente labio-maxillopalatine. Comme je vous dis souvent en cours, tout est dans le titre. Replacez et étudiez le mot et vous saurez à quelle fente vous avez affaire. Après, il y a des choses un petit peu particulières, ce qu'on va appeler les luettes bifides, c'est-à-dire qu'on peut avoir un voile qui est juste bifide au niveau de la luette. On peut également avoir ce qu'on appelle des fentes sous-muqueuses, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, la fente n'est pas visible puisque la muqueuse qui tapisse le palais, mais aussi l'intérieur des narines, est présente. En revanche, dessous, c'est pas fermé et du coup, les muscles du voile, par exemple, sont présents, mais ils ne sont pas placés normalement. Donc, ça peut avoir... Alors, il y a des gens qui vivent avec une fente sous-muqueuse sans le savoir. Il y a des orthophonistes qui ont une fente sous-muqueuse sans le savoir ou en le sachant, mais qui sont quand même orthophonistes. Et pour d'autres, ça va être compliqué et il va falloir opérer quand même cette fente qui gêne l'acquisition de certains sons ou le timbre. Voilà pour les grandes familles. Je voudrais juste dire un petit mot quand même là-dessus. La fente palatine, les fentes, c'est l'origine de notre métier. Ça, c'est important. Suzanne Borel-Maisoni était une phonéticienne. Elle a été contactée un jour par un grand chirurgien qui s'appelait le docteur Vaux, chirurgien de fente labiopalatine, qui lui a dit « Madame, j'aimerais que vous voyiez mes patients parce qu'ils sont opérés, mais malgré tout, il reste des difficultés articulatoires. Et ils ont du mal encore à s'exprimer au niveau de l'articulation, en tout cas. Et je pense que vous pourriez m'aider. » Et c'est comme ça qu'est né notre métier. Donc, j'insiste là-dessus toujours parce que aujourd'hui, ça reste quand même la première pathologie congénitale. Donc, c'est la première chose qui peut nous arriver quand on met un enfant au monde, à cet enfant. Et c'est pas une fatalité non plus. Ça veut dire que pour certains patients, il y aura beaucoup de chirurgie, pour d'autres, pratiquement pas. On n'est pas égaux à la naissance, en naissant avec ou sans fente, puis après dans sa fente. Et du coup, c'est important de savoir que ça n'a pas changé et que donc on a toujours besoin d'orthophonistes. D'accord, donc oui, comme vous l'avez dit, c'est la première malformation qu'on peut voir, mais est-ce que vous connaissez la prévalence, justement ? Alors, elle est variable selon les origines. Elle est autour de 700 naissances, enfin une pour 700 naissances en Europe, alors notamment en France, un peu plus fréquente en Asie, plutôt autour de 1 sur 500, moins fréquente en Afrique, sauf en Afrique du Nord, où là on a une grosse fréquence aussi, mais avec des problématiques aussi de génétique, au sens où il y a pas mal de mariages consanguins, même si on est cousin éloigné, on reste, voilà. Donc ça, ce serait peut-être aussi une chose importante. Mais globalement, c'est stable. D'accord. Et justement, par rapport aux facteurs génétiques, est-ce qu'on connaît leur cause ? Finalement, pas tant que ça. Donc, il y a vraiment des formes génétiques avec un syndrome associé où là, on sait par exemple que dans un syndrome de Stickler, on a une forme autosomique dominante. En résumé, on met un enfant au monde, il y a une chance sur 2 qu'il soit aussi porteur du syndrome qui implique une forme, donc, et pas que. On a vraiment des familles, on suit des familles où le père ou la mère avait une fente, où il y en a pu avoir d'autres dans la famille, et sur des fratries, on en a 2 sur 3, ou je pense à une fratrie de 7 ou 8, où ils sont 3, etc. Donc oui, le fait d'avoir eu des fentes dans la famille, c'est un facteur. Hein. Et puis à côté de ça, on a des naissances, on peut avoir une gémilité avec un seul des enfants qui est atteint. Ou pas la même forme pour les deux. Oui, donc oui, voilà, c'est sûr que c'est des malformations, on s'en rend compte tout de suite à la naissance, mais justement, est-ce qu'elles sont diagnostiquées à ce moment-là, ou est-ce qu'on peut déjà les détecter in utero ? Alors, les fentes, tout ce qui implique une fente, on va dire déjà labiale, labiopalatine, en règle générale, sont bien diagnostiquées parce que la face du bébé, elle se voit assez bien quand même à l'échographie. Celles qui peuvent être moins facilement diagnostiquées, c'est les fentes vélaires.
ou vélopalatine parce que tout simplement, c'est plus compliqué à observer. Après, l'histoire de la famille fait qu'on va aller rechercher peut-être plus chez certains, mais bon, moi, j'ai connaissance de quelqu'un, voilà, il y avait un passé, le grand-père, la mère, donc, et pourtant, on l'a pas vu à l'échographie, qui a été très poussée. Donc, ça s'est vu à la naissance, c'était une fente vélaire. Et après, il y a d'autres choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille, entre guillemets, c'est-à-dire que l'échographie, elle implique aussi des mesures, donc par exemple, développement atypique de la face, etc., en termes notamment de la mandibule, qui peut être déjà rétrognate ou qui ne se développe pas de la même manière que normal, enfin anormalement, va peut-être indiquer un trouble de la succion qui voilà, peut être lié à cela. Et puis après, oui, il y a des cas à la naissance. Hein. Alors, j'en connais plusieurs, notamment des amis, et notamment amis orthophonistes à qui c'est arrivé, qui ont fait le diagnostic à la naissance du bébé. Quoi. Ouais. Donc on peut mais imaginer c'est quand même que... maintenant très bien détecté, mais oui. voilà, il reste toujours une part de doute, bien sûr, tant que l'enfant n'est pas né. C'est ça. Ouais, donc c'est vrai qu'on peut imaginer que les fentes ont un impact majeur, mais en quoi concrètement cela peut perturber le développement de l'enfant ? Alors si on parle ça dépend de quel développement on parle. On va dire déjà qu'on va faire la part des choses entre ce qu'on appelle des fentes sans syndrome et puis avec syndrome associé, parce que on a des fentes qui associent beaucoup d'autres particularités et malformations. Et les fentes qui associent le plus de malformations, ce sont les fentes vélaires et vélopalatines. C'est-à-dire les fentes du palais secondaire sont beaucoup plus souvent associées aux filles et, par ailleurs, aux malformations associées. Tandis que les fentes totales, qui pour le coup peuvent paraître plus lourdes, et c'est pas faux d'un point de vue notamment chirurgical, sont moins associées à des malformations. Donc le développement, il est extrêmement lié à la présence déjà d'un syndrome ou non. De quel syndrome et puis après, c'est aussi le développement naturel d'un enfant, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous égaux. Alors il y a des facteurs qui vont, par exemple, aussi majorer éventuellement des difficultés pour ce qui est de l'acquisition des sons. S'il y a une assurdité associée ou tout simplement les otites assez fréquentes, puisque 80% des enfants n'aient qu'une fente. Donc à partir du moment où on a une fente bien sûr du voile, étant donné qu'il y a des muscles du voile qui contribuent à l'aération de l'oreille moyenne, celle-ci fonctionne moins bien. C'est des enfants qui font beaucoup d'otites dites séromuqueuses ou à bas bruit, plus difficiles à diagnostiquer que les autres parce qu'elles font pas mal, elles coulent pas, elles donnent pas de fièvre. L'enfant entend, mais il entend comme ça. Il entend comme ça, donc c'est flou, c'est pas clair. Au lieu d'entendre poule, boule, il entend poule, boule, comme s'il avait la tête sous l'eau. Du coup, mauvaise acquisition, la boucle phonologique, etc. Donc ça peut jouer. Donc c'est indispensable d'adresser nos enfants très, très jeunes, le plus tôt possible, pour un examen de l'audition chez un ORL, et pas seulement chez le pédiatre. Parce que la moitié à peu près de nos patients, donc 80%, donc auront des troubles. La moitié aura une pause minimum, une pause d'aérateur, ce qu'on appelle les yo-yo des tubes. Donc c'est pas du tout anecdotique, hein, dans la population classique, c'est autour de 10%, dans la littérature en tout cas. Donc ça, c'est des facteurs supplémentaires. Après, il peut y avoir des difficultés à la naissance en termes de respiration pour des enfants qui ont des syndromes assez lourds, où il y a notamment un rétrécissement de la filière respiratoire parce qu'il y a une moindre croissance de la mandibule. Alors, la trachéotomie, maintenant, elle est exceptionnelle. Il peut y en avoir encore, mais on a beaucoup de ventilation à traiter, donc en pédiatrie, avec plein d'outils différents. Ça peut être des petits masques, bien sûr la position du bébé, une ventilation non invasive. Donc, et puis, depuis quelque temps aussi, à Nantes et
Et à Necker, au centre de Nantes et à Necker, on utilise pour les robins les plaques de Tübingen. Ça vient du service de Tübingen qui a mis ça en place. Ce sont des plaques qui vont favoriser la ventilation du bébé. Alors ça ne correspond pas à toutes les familles, à tous les bébés. Ça marche pas à 100%, mais c'est un outil de plus dans la boîte à outils pour ventiler. Puis potentiellement, on a des enfants qui ont du mal à trouver leur alimentation, leur manière de s'alimenter. Et plus tard, on aura éventuellement effectivement les troubles de la parole, mais a priori pas de troubles du langage, sauf si on a d'autres difficultés associées. D'accord, merci beaucoup. Donc, une fois le diagnostic posé, les familles entrent souvent dans un long parcours de soins. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment ce parcours s'organise ? Alors, soit ils rentrent dans le parcours de soins à partir du moment où il y a un diagnostic anténatal, et donc en règle générale, enfin je parle pour mon service, mais globalement, l'idée c'est de recevoir rapidement les familles, 3 jours grand maximum, parce que voilà, ça tourne dans la tête, dans le cerveau, quand on vous annonce ça. Et donc là, ils sont reçus par une infirmière et un chirurgien qui va leur expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, à quoi s'attendre avec son bébé selon la forme qui est a priori la forme qui atteint leur enfant, mais avec des réserves, parce que parfois, effectivement, la bonne surprise, c'est que cette fente labiale, elle est que labiale, ou elle est primaire, mais elle n'est pas totale, etc. Et puis, une fois qu'ils sont invités à contacter le service dès que le bébé est né, d'abord pour confirmer la forme de la fente, nous dire comment ça va. Et là, il y a un suivi déjà qui se fait avec l'enfant prend-il facilement à boire, des biberons, éventuellement allaitement, mais c'est plutôt pour les fentes primaires que c'est possible. Est-ce que cet enfant prend du poids, etc. Donc on les reçoit pour préparer, voir le bébé, voir s'il n'y a pas d'autres soucis, et puis parler de la première intervention qui aura lieu autour de 6 mois, quelle que soit la forme en gros, à peu près ça. Et puis après, selon la forme, il y aura plusieurs chirurgies. Donc on leur parle de l'avenir, mais en fait on va pas non plus leur donner les détails de tout ce qui attend leur enfant, parce qu'en plus il y a des choses qui peuvent intervenir entre. L'idée c'est quand même d'être rassurant, les enfants ils vont bien quand même, donc là, on va dire que dans les premiers rendez-vous, ce qui les préoccupe le plus, c'est mon enfant, comment il va manger, est-ce qu'il est normal, etc. Et puis, progressivement, intervient la première chirurgie, et puis ensuite, premier rendez-vous, notamment orthophonique. En gros, nous, on les reçoit une fois que le voile est fermé, ou le voile et le palais sont fermés. Bien sûr, la lèvre a été fermée aussi, s'il y a. En gros, dès que j'ai une communication, je n'ai plus de communication, à part un petit bout qui reste ouvert en avant. Et du coup, c'est entre, on va dire, pour certains, la première fois qu'on les reçoit, alors en individuel ou en petit groupe, c'est entre 15 et 20 mois. Et puis après, on les revoit une deuxième fois, et à partir de 3 ans, on les verra tous les ans. Et puis après, on peut élargir un peu, étendre un petit peu les rendez-vous orthophoniques, parce que certains vont très très bien. Et comme je le dis à premier rendez-vous aux parents, dans cette pièce, il y en a qui vont aller chez orthophoniste. Beaucoup. Il y en a qui iront un petit peu. Il y en a qui iront pour totalement autre chose que leur fente. Et puis il y en a qui iront jamais. Il y a des enfants avec même une fente bilatérale qui n'ont jamais besoin d'orthophonie, ou alors plus tard, mais pas forcément dès le début. Et du coup, avec le chirurgien, c'est pareil, rendez-vous annuel pour faire le point sur la croissance de l'enfant, parce qu'en fait, on pense toujours au côté fonctionnel de parler, d'abord manger puis parler. Mais en fait, il faut que le visage grandisse normalement pour bien respirer, parce que si votre enfant, si il est ce qu'on appelle en classe 3, c'est-à-dire qu'en gros la mandibule s'est développée normalement, mais le maxillaire pas assez, il n'y a pas de fermeture buccale, il n'y a pas d'occlusion satisfaisante, esthétiquement ça se voit, au niveau ventilation c'est qu'il respire pas très bien, ou alors que par la bouche, et par ailleurs on se retrouve avec une articulation qui n'est pas satisfaisante non plus. Donc ça c'est au fur et à mesure, mais en gros globalement
on pourrait dire que chacun voit l'enfant une fois par an. Puis après, il faut penser qu'il y a forcément le rendez-vous RL annuel minimum. Après, au bout d'un moment, il y en a moins, mais ouais, c'est à peu près ça le suivi. En gros, on va jusqu'à ce qu'on appelle la fin de croissance. Alors, la fin de croissance osseuse chez une fille, c'est plutôt autour de 16 ans. Chez les garçons, plutôt autour de 18. Mais globalement, on les suit tous jusqu'à 18 ans, parfois plus. Et à partir de là, on a des relais s'il y a besoin de séquelles de fente chez l'adulte. D'accord, donc oui, c'est sûr que la prise en charge est assez conséquente et elle dure au fil des années finalement. Ouais, mais si on prend l'exemple, par exemple, d'un patient, je parle même pas de ceux qui ont qu'une fente labiale et qui potentiellement ils ont été opérés une fois, puis ils peuvent demander une retouche en grandissant, parce qu'il y a aussi les demandes qui portent sur l'esthétique. Mais si on prend une fente, un syndrome de Pierre-Robin, si cet enfant il a pu ne pas avoir du tout de trouble de ventilation et d'alimentation, on l'a opéré, éventuellement 1 ou 2 temps, ça dépend du patient et puis surtout des équipes. S'il parle très bien, ok, on va suivre sa croissance et tout, mais il est peut-être pas allé chez l'orthophoniste du tout, etc. quoi. Donc c'est vraiment aussi très patient dépendant. Oui, c'est assez subjectif. Ouais, il faut pas voir ça forcément, voilà, j'ai envie de dire comme un parcours du combattant, quoi. C'est un peu, enfin moi je trouve ça. Après, je trouverais ça un peu violent de dire ça parce que bon, c'est vrai que les premiers temps de vie, ils sont un peu particuliers. Parce que aller au bloc, accompagner son enfant pour qu'il aille au bloc à 5 mois, moi je trouve ça vraiment difficile. Confier un tout petit bébé, en plus, il y a des parents qui vous le disent, qui veulent pas qu'on les opère. Ce bébé, il va bien, il sourit, il rigole, il est heureux, il mange bien, il l'aime comme il est. Mais bon, après, ils sont conscients qu'il faut le faire, mais c'est quand même confier un bébé à des anesthésistes, un chirurgien, c'est quelque chose à cet âge-là. Ouais, c'est vrai. Et vous justement, vous intervenez dans cette prise en charge en tant qu'orthophoniste. Et donc, pour que nos auditeurs comprennent bien, concrètement, comment accompagnez-vous les enfants porteurs de fente ? Alors, au niveau hospitalier, a priori, aujourd'hui, à part quelques services, tous les centres, en tout cas, ne font que de l'évaluation au niveau orthophonique. C'est-à-dire qu'il y a une première partie qui fait de la prévention, des guidances ou de l'accompagnement parental, tout dépend comment on a envie de l'appeler. On appelle ça les guidances orthophoniques, où on va donner d'une part les conseils les plus importants, en l'occurrence donc l'audition, l'hygiène dentaire qui est fondamentale pour tous les enfants, mais chez les enfants nés avec une fente, en tout cas du palais primaire, ils ont un risque carieux supérieur, avec cette idée que ce sont quand même des enfants qui en plus ont déjà été opérés de la bouche, donc l'idée c'est quand même de leur éviter des souffrances associées, des infections, etc. On voudrait l'éviter pour tout le monde, mais voilà. Repérer des troubles de l'alimentation s'il y en a, parce que on croit toujours qu'il y a fente égale trouble de l'alimentation, mais c'est pas forcément le cas. C'est beaucoup plus fréquent chez les fentes syndromiques, effectivement, mais c'est pas forcément le cas du tout, même s'il y a pu avoir de l'inconfort dans les premiers jours de vie ou les premières semaines. Et faire du repérage, bien sûr, aussi de ceux qui vont avoir peut-être besoin d'orthophonie dite précoce. Et après, c'est un bilan annuel qui nous amène à dire, bon, voilà, cet enfant va bien, il n'a pas besoin d'orthophonie. Cet enfant a besoin, on va commencer par de l'orthophonie. Après, il faut qu'il trouve, ça c'est encore un autre débat. Et puis, où ce patient, bah oui, il est très bien pris en charge et tout, sauf qu'on est arrivé aux limites de ce que peut faire l'orthophoniste. Là, il faut penser chirurgie. Et du coup, bah, je fais le bilan d'avant la chirurgie, on fait le bilan d'après la chirurgie. En gros, c'est un petit peu ça au fur et à mesure des années, avec un cap aussi après qui est un petit peu plus sur le volant, le versant, maxillofacial. Il a besoin d'une rééducation de la déglutition, etc. Du coup, après en libéral, voilà, on peut les avoir tout petits. Même avant d'être opéré, si on s'occupe d'enfants, pour les collègues qui aiment bien tout ce qui est alimentation, et y compris alimentation très précoce. Là, je lisais un message ce matin d'une collègue
qui s'inquiétait parce qu'elle n'arrivait pas à mettre en place la cuillère avant la première chirurgie. Et on demande aux parents de ne pas utiliser le biberon, nous, après la chirurgie, pour pas faire de pression et appuyer. Ça peut être ensuite tout ce qui relève de l'articulation, de la mise en place de la parole et ou du langage. Moi j'en fais régulièrement. Et puis quand ils grandissent, ce sera plutôt... alors il peut y avoir des troubles, bien sûr, quand même de la phonation, du type timbre de la voix, etc. Mais avec ou sans pré ou post-op aussi. Et puis après tout ce qui est déglutition. Et enfin, en fin de croissance, il y a un nombre non négligeable de patients qui ont ce qu'on appelle une chirurgie orthognathique. Donc où on va en gros... on est au maximum de ce qu'on peut faire au niveau du traitement orthodontique, donc des dents. Et à un moment donné, c'est les bases osseuses, c'est-à-dire la mandibule et le maxillaire qui supportent les deux arcades dentaires. Quand ils sont trop décalés, il n'y a pas le choix, il faut opérer. Et donc, on va replacer au cours d'une chirurgie qui va déplacer un étage ou 2 étages. Donc, stéotomie, ce qu'on appelle un leforin quand on avance le maxillaire, la mâchoire supérieure, ou une bimax si on travaille sur les deux notamment. Et là, on prend en charge après. Alors ça fait toujours un peu peur aux collègues. Oh là là, il est opéré de la mâchoire. Qu'est-ce que je dois faire ? En fait, je dis, prends parce que c'est encore mieux que d'habitude, parce qu'ils sont juste, tu les récupères en situation absolument parfaite, puisque par définition, ils ont une occlusion absolument parfaite. Donc voilà un petit peu les moments où on peut intervenir. Et en lien avec la parole, le langage, quelles sont les grandes difficultés fréquentes que vous observez ? Alors, on va dire que c'est d'ailleurs ce qui fait l'intérêt de ces suivis, c'est que ce sont des enfants qui ont un développement atypique. Donc, si je prends l'enfant jusqu'au CP, les maîtresses, elles ont l'habitude des togobans, des pestacs, des saucettes. Donc ça va. Par contre, les nanos, les nanos, c'est le gâteau en fait. Les enfants qui vont substituer des consonnes orales par la nasale, des me et des ne. Alors là, les enseignants, ils sont un peu paumés parce que ils n'ont pas en tête le système phonétique comme nous, etc. Déjà, même nous, il faut un petit peu le décodeur, si je puis dire. C'est pour ça que moi, quand je comprends pas un enfant fente, je dis toujours aux parents, vous savez, je suis orthophoniste, je comprends pas bien. En plus, j'ai l'habitude de les entendre. C'est pas bon signe, quoi. En résumé, il a vraiment besoin d'un gros coup de main. Donc, il y a soit un décalage dans l'acquisition des consonnes orales, c'est-à-dire que c'est des enfants qui vont faire beaucoup de me et de ne, des papas qui vont s'appeler mama, nana ou caca. Et là, je leur dis que c'est une bonne nouvelle parce que le que, ça se fait que le voile, donc ça viendra. Des enfants qui, notamment sur les formes bilatérales, vont mettre pas mal de temps à produire les pub, du coup, toujours les papas en caca. Ça peut être très long. Et après, on a tout un contingent d'enfants qui ont... Parce que l'insuffisance vélaire, là, si je vous le fais, ça va... Voilà, on pense souvent que c'est ce que je suis en train de faire. Alors voilà, c'est simplement un timbre de la voix nasonnée. Les parents disent, oui, ils parlent du nez, etc. Mais c'est pas forcément ça. Ça peut être juste, voilà, je parle pas forcément du nez, mais là, j'ai mon voile qui est un peu ouvert. Du coup, j'ai une articulation moins nette, je suis un peu floue. Voire patate chaude. Et ça, c'est déjà de l'insuffisance vélaire, puisque là, en l'occurrence, j'ai ouvert plus ou moins mon voile. Donc, si on prend un mot comme papa, qui est juste une fermeture labiale, et puis pa, je vais avoir peut-être un papa, un peu plus flou, papa, ou un papa, un peu plus nasal, prin. J'en ai qui arrivent à dire prin, comme ça, ou alors il va faire se bouchonner, et à la fin, j'ai mama. Ou autre chose. Donc ça c'est vraiment les trucs, les choses assez fréquentes comme l'assourdissement qui est assez fréquent puisque en fait pourquoi ils assourdissent, pourquoi alors le bébé il va être au départ plutôt en mémé, puis après il va être en pépé. Donc, et puis à la fin, ce sera un bébé. Parce qu'en fait, ça demande deux choses. Ça demande de produire le même son que le be, mais il faut en plus associer la vibration des cordes vocales. Donc en gros, c'est une double tâche.
pour peu qu'ils aient mal entendu, là pour le coup, les troubles de l'audition jouent beaucoup dans la distinction du coup de la sourde et de la sonore. Donc c'est un grand classique. Quand on fait l'évaluation, on se rend compte qu'il ferme son voile du palais sur la sourde et il n'y arrive pas plus sur la sonore. Il peut la produire, mais avec une insuffisance vélaire. Et le trouble le plus fréquent, alors il faut que je m'approche un peu, c'est un petit ronron. J'appelle ça le ronron. En fait, ça s'appelle le ronflement nasal. Donc, c'est juste avant l'occlusive en général. C'est un petit ronron. Donc, c'est mon voile du palais qui vibre. En gros, le patient, il a une capacité de mobilisation du voile, mais quand bien même il touche au fond, sur la paroi pharyngée, le passage de l'air qui arrive, donc c'est le côté effet Bernoulli, va forcer le passage, faire vibrer le voile et produire ce fameux ronron de chaton, qui peut être plus ou moins audible, qui peut progressivement disparaître, notamment avec la rééducation orthophonique, etc. Ou au contraire apparaître avec la croissance quand le voile ne suit pas la croissance de l'enfant. Donc ça, c'est les grands classiques. Après, il y a vraiment des facteurs de prise en charge précoce d'urgence. C'est ma bête noire, c'est ce qu'on appelle les coups de glotte. Donc au lieu de produire un son, c'est un accolement des cordes vocales qui sont libérées et qui, au lieu de faire un que, ça va faire un k. Et ça, c'est l'enfer à enlever. Donc là, pour le coup, quand j'ai des petits comme ça, j'essaie de trouver une orthophoniste en urgence pour qu'au moins, déjà, elle ne soit pas dans la répétition, le tonique, etc. Mais je préfère avoir un que qu'un k. Parce que ça sera très dur à enlever. C'est un peu comme des cookies dans l'ordinateur. Et justement, concernant votre prise en charge, donc on a parlé du bilan tout à l'heure. Comment se déroule-t-il et après, quel type de séances vont suivre ? Alors au niveau du bilan à l'hôpital ou en libéral, je fais le même, là, à une différence près qui est importante. À l'hôpital, on fera le bilan que de la compétence vélo-pharyngée et de l'articulation et des fonctions remyo-faciales ensemble. Après, il y a toutes les questions annuelles, où on en est de l'hygiène dentaire, etc., l'audition. En libéral, je vais faire pareil, mais selon l'indication et selon ce que j'ai au départ, ce que j'observe, je vais aussi potentiellement observer aussi le développement du langage, c'est-à-dire effectivement j'ai un enfant qui parle très très bien lors du bilan à 3-4 ans, je ne vais pas lui infliger un bilan de langage, alors que par contre il peut lui manquer quelques sons, mais ça on est vraiment dans le côté parole. Donc au cabinet je m'adapte. Par contre à l'hôpital on ne fait jamais de bilan de langage. D'abord on a 45 minutes. Et c'est pas l'objet du service. Pour ça, si on a le moindre doute, on adresse en libéral, parce que ça veut dire qu'il y aura un suivi dans ce cas-là et qu'il faut qu'il soit proche du domicile. Donc de toute façon, ça se fera pas à Necker. Et après, quand je commence un suivi au cabinet, ça va dépendre bien sûr des conclusions du bilan et puis de l'âge de l'enfant aussi. Je peux bien sûr intégrer les parents à la séance. Chez les petits, alors chez les tout petits, c'est tout le temps. C'est vraiment fondamental chez les petits. Après, quand ils grandissent un peu, en gros en maternelle, ça m'arrive de faire des mini-groupes. J'ai déjà fait 3 petites ensemble ou 2. Et ça, c'est pas mal du tout aussi. C'est une autre approche. Après, il faut avoir l'occasion de le faire. Il faut qu'on ait suffisamment de patients, puis aussi que ça se présente à ce moment-là comme ça, qu'il y a un sens à les associer. Et c'est assez intéressant. Et donc, comment travaillez-vous la rééducation du souffle, de la voix, de l'articulation à quoi ressemblent en fait les séances individuelles ? Toujours pareil. C'est plutôt fonction de l'âge. Donc là, en ce moment, j'ai un petit Elliot qui fait beaucoup de MENE. Il vient tout juste de fêter ses 3 ans, donc il n'est pas encore scolarisé, il sera scolarisé en septembre. Il vient avec sa maman et on sent tout un énorme potentiel. C'est un enfant qui a du lexique, etc. Maintenant, il n'est pas facile à comprendre. Donc là, ce qu'on a mis en place, bien sûr, c'est plein de prérequis, en dehors d'avoir vérifié l'audition, etc. C'est-à-dire être capable de souffler par la bouche, mettre en place le plus tôt possible la paille, puisque quand on boit la paille, ça fait travailler toutes les fonctions articulatoires, c'est-à-dire la fermeture buccale, les lèvres,
les joues, le recul de la base de langue potentiellement, et aussi bien sûr le voile du palais. Donc à la fois on va essayer d'abord de maîtriser obtenir ces deux choses, que l'enfant, il y a beaucoup de proprioception, il faut qu'il se rende compte de quand ça sort par le nez ou pas, donc on lui montre, on lui fait sentir. On intègre ça bien sûr dans une activité sympa, dans un jeu, pas que parce que souffler pendant 30 minutes, non, quoi, vous tiendrez pas, quoi. Et puis des choses assez ludiques qui sont faciles à reprendre à la maison. Par exemple, moi, quand je les fais travailler en aspiration, des petites choses, par exemple, on va aspirer des toutes petites gommettes autocollantes, on fait un dessin, on a des gommettes, et à la fin, on repart avec les gommettes qui ont été soulevées. Comme ça, l'enfant, il a d'autant plus envie de le refaire à la maison avec papa ou maman qui n'a pas vu. Donc, l'idée, c'est de maîtriser ce qu'on appelle la pression intrabuccale, parce que souffler, aspirer, c'est pas ça qui changera le voile du palais. Ce qui change un voile du palais, c'est un chirurgien. En revanche, apprendre à l'utiliser, à le mobiliser, puisqu'on ne l'utilise pas de la même manière selon les sons, ça c'est important, d'en prendre conscience. Donc nous, nos grands dadas, c'est souffler, aspirer, chanter. Parce que quand on chante, on bouge beaucoup le voile. Et ça, c'est pour les tout petits. Après, en mini-groupe, je les associe ensemble. Et puis, je m'adapte aussi. S'il y a d'autres choses à travailler, c'est tout l'intérêt. On l'intègre dedans. Au lieu de, par exemple, tu dois faire lancer le dé à un patient dans un jeu, on peut tout à fait prendre des petits papiers numérotés de 1 à 6 et on soulève avec une paille. Tiens, t'as fait 5, t'avances de 5. Enfin, il y a des tonnes d'idées. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que c'est des trucs qui peuvent être très très drôles. Hein. Les jeux, ce qu'on fait en souffle, ça peut être vraiment sympa. Et dans notre dernier épisode, on a abordé le sujet des TAP, donc des troubles alimentaires pédiatriques. Est-ce qu'il y a des outils et techniques que vous avez en commun ? Alors, c'était très bien d'ailleurs. Je connais Gwenaëlle. En plus, Gwenaëlle, elle s'occupe des fentes aussi à Robert Debré. Donc, on a beaucoup de choses en commun. Pour avoir fait beaucoup de tapes, j'en fais plus actuellement, enfin, sauf cas particulier. On va dire que c'est surtout l'approche en général de la bouche qui peut être importante. Alors, évidemment, moi, c'est une question que je pose systématiquement en bilan. Hein, tout ce qui est alimentation, notamment chez les enfants avec des fentes. Mais on peut imaginer par exemple un enfant qui effectivement, moi j'ai des enfants qui étaient à l'aise avec la paille pour boire, qui voulaient pas boire au verre. Comme ça là, ça me vient pas fondamentalement, mais un enfant qui par exemple a du mal à mettre des choses en bouche, peut-être qu'il acceptera de jouer dans une petite flûte avant d'accepter de mettre une cuillère qui est symboliquement, etc. Là, je viens de finir une prise en charge. Alors, c'est plutôt je dirais que c'est pas par rapport à la parole. Pour le coup, là, je viens de finir la prise en charge d'un patient qui a 9 ans, qui est un patient qui est né qu'une fente labiopalatine de Necker et il venait me voir pour la déglutition. Position de repos, ventilation, etc. C'est un petit garçon qui a été suivi par une autre collègue avant, Estelle Sanker, un super suivi, plus jeune. Et puis là, ça c'est plein de raisons, c'était plus simple qu'il vienne me voir moi pour celle-ci. Et en l'occurrence, il a encore, alors grâce à Estelle et une maman super impliquée, etc., bien sûr qu'il a aujourd'hui quand même une alimentation à peu près classique. Enfin bon, il y a encore beaucoup de choses qui n'aborde pas cet enfant. Et là, dans cette rééducation de la déglutition, je lui demande quand même d'aspirer des choses, éventuellement de boire. Donc, mais surtout, je demande aussi d'essayer des textures. Et c'est là où ça a été intéressant parce que du coup, le fait de travailler la position de langue au repos, de lui demander de faire des petits essais, de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a comme type d'aliment, qu'est-ce qui s'avale facilement, qu'est-ce que t'aimes, pourquoi ça t'aime pas. Peut-être que c'est pour telle et telle raison. Le fait d'avoir travaillé la langue au sens vraiment plutôt fonctionnel et proprioceptif, on a avancé et on a pu intégrer certaines choses liées plutôt à l'aspect tape. Ouais.
Et est-ce que vous auriez un exemple de progression vraiment fulgurante chez un enfant que vous avez suivi à ses tout débuts et maintenant? Alors non. Non, j'ai réfléchi à ça et en fait, j'ai pensé à une patiente par contre qui m'intéresse. Alors si, elle a eu une progression fulgurante, mais je ne l'ai pas forcément suivie à ses débuts et je trouve que c'est une situation assez intéressante à évoquer. Donc Léana, une petite fille qui est née avec une fente et au moment où je ne la suivais pas. Et j'étais à Necker et sa chirurgienne m'appelle et puis elle me dit écoute, tu connaîtrais pas une orthophoniste pour Léana, ça fait plus d'1 an et demi qu'il cherche. Donc là, elle est en début de moyenne section. Et c'est vrai qu'on a indiqué depuis longtemps qu'elle en avait besoin. On la comprend pas facilement parce qu'elle est nasale et qu'il lui manque des sons, mais surtout parce qu'elle est nasale. Impossible de trouver l'ortho. Et là, en fait, on a mis en place quelque chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suivais déjà deux petites patientes et il y en a une qui avait en groupe, toutes les deux, en mini-groupe. Et il y en avait une des deux qui venait de très loin. Et enfin, il y avait une ortho qui s'était installée dans le secteur et qui acceptait de la suivre. Du coup, il y avait une place qui se libérait potentiellement pour prendre Léana. Alors, Léana était loin de mon cabinet, avec des parents qui travaillaient à temps plein tous les deux. Mais des grands-parents, mais par contre qui ne pouvaient pas conduire, etc., pour plein de raisons. Et donc, on a fait, pour le coup, là, ça a du sens, un transport. Et elle est venue me voir au cabinet. Donc, les grands-parents étaient avec elle dans le taxi, patientaient, etc. Des fois, il y avait sa grande sœur, qui s'est beaucoup impliquée, d'ailleurs, qui venait aussi. Une de ses sœurs. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette enfant, elle n'est pas intelligible. Et en gros, on a programmé pour 10 mois plus tard ce qu'on appelle une chirurgie secondaire, une vélopharyngoplastie, parce que c'est vraiment compliqué. Eh bien, la vélopharyngoplastie n'a jamais eu lieu, mais surtout, en l'espace de 6 mois, elle avait une phonation normale. Alors, il restait pas mal de choses à travailler. Il y avait un petit retard de parole associé, il y avait un cheveu en sésame, mais qui n'est pas pathologique pour le coup quand on est en fin de moyenne section. Mais au niveau de la fente, tout ça, ça a été réglé en 6 mois en gros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet enfant, on a mis beaucoup de choses en place pour qu'elle puisse venir me voir. On lui a évité une chirurgie très lourde. Alors je ne dis pas qu'elle aura jamais cette chirurgie, parce qu'en grandissant, peut-être que... Mais quand même, on se dit mince, tous ces enfants-là qui ne trouvent pas d'orthophoniste, mais quelle misère. Et puis pour moi, c'était formidable parce qu'elles étaient 2 à devoir avoir cette chirurgie. Alors l'autre enfant la chirurgie a eu lieu, on est dans un cadre syndromique, donc c'est un petit peu différent. Mais ça a été une forte émulation pour toutes les 2. Parce que après des enfants que j'ai suivis très tôt, en général, c'est comme des enfants avec des troubles un petit peu compliqués. Je pense à un enfant que j'ai suivi 5 ans à peu près, qui va super bien aujourd'hui. Bon, on est parti très 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 loin. C'est un de ceux qu'on a opéré très jeune en premier, le plus jeune. Et ça a été vraiment mon patient adoré, Sacha. Mais pour le coup, je dirais, ça n'a pas été fulgurant, mais ça a été une très très belle histoire parce qu'on est parti d'un enfant qui a été opéré assez tardivement puisqu'il avait été adopté, donc vers 2 ans et demi. Et surtout, moi, quand je l'ai rencontré post-op, il avait que men et pas toutes les voyelles à 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et tout ça a été très, très, très long. Très, très long. J'ai suivi jusqu'en CP, quoi. Enfin, CP, je crois. Et il restait encore des petits troubles à la fin, mais aujourd'hui, il a 15 ans. Je le vois régulièrement. Enfin, je le vois à l'hôpital. Et il n'y a plus rien. Mais ça a été long. Ouais. Après, 2 séances par semaine, des parents exemplaires, et puis un enfant qui avait des capacités aussi incroyables. Et justement, en parlant des parents, on le sait, derrière chaque enfant, il y a des parents qui s'interrogent, qui s'inquiètent, qui veulent bien faire. Quel rôle jouent les familles dans la prise en charge ? Déjà, il faut qu'ils viennent. Non, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est pas... Je viens de faire l'éloge des parents de Sacha. Les parents de Léana, ils ne pouvaient pas venir, mais dès qu'ils avaient un jour où ils pouvaient, ils venaient quand même. Alors,
au début, puis j'ai tous ces parents qui sont venus en petits groupes aussi et tout, donc et ça change tout, quoi. Parce que je dis souvent, déjà, si j'ai un ou une étudiante avec moi, plus un parent, et quand l'enfant il réussit quelque chose, on est 3 à féliciter au lieu d'un. Ouais. Ça vient d'un thérapeute, ça vient de quelqu'un qu'elles connaissent pas forcément, ça vient du parent, c'est tout de suite autrement. Après, je suis pas... pour moi, il n'y a pas de règle d'or, c'est-à-dire que j'ai du mal avec le discours, je prends jamais les parents, mais après, si on est trop mal, c'est pas la peine non plus, on est là pour faire son métier comme on le sent. Mais le prendre systématiquement, c'est pas toujours une solution. Ça m'est arrivé de pas poursuivre avec des parents, parce que parfois, les parents... ils sont pas valorisants, quoi, du tout, et j'ai beau essayer, si finalement l'enfant il bloque, c'est comme parfois au bilan. Normalement, je prends toujours les parents au bilan à l'hôpital, tout le temps. Et pour certains, on a écrit en gros avec les parents, ne pas prendre les parents. On les fait sortir un moment, puis ils reviennent après. Des fois, c'est les parents qui me disent, vous oubliez pas que je dois sortir, hein. Parce que les enfants ont peur de pas bien faire devant leurs parents, quand bien même ce parent est attentionné. Oui, le rôle des parents, il est fondamental, je trouve, surtout par rapport au début. C'est-à-dire, en gros, après la chirurgie et jusqu'au CP, il y a vraiment, vraiment besoin d'aller chez l'ORL, absolument. Et c'est dramatique. Moi, j'ai des familles où je les vois, je fais oui, vous avez... Ah bah non, on n'a pas fait. Et comme je les revois un an après, ça n'a toujours pas été fait. Et des fois, au bout de 3 ans, on s'aperçoit qu'il y avait un gros déficit. Parfois, ça a mal évolué. Et voilà, et je suis pas la seule à le dire, parce que le chirurgien le dit, etc. Puis après, on a aussi des problèmes que ce soit à l'hôpital ou en libéral, hein, on a des problèmes de régularité de la présence. Mais ça, ça peut être social. Alors à l'hôpital, c'est vrai que dans ce cas-là, quand ça fait plusieurs rendez-vous qui sont ratés, déjà on appelle, on essaie de comprendre. Parfois, c'est des problèmes financiers, il faut mettre en place un transport qui n'a pas été demandé, etc. Des solutions, mais on dira que sur le côté libéral, oui, la première des choses, c'est amener son enfant, quoi. Et là, c'est vrai pour toutes les pathologies. Oui, donc on comprend que leur implication est cruciale. Et justement, quels conseils pourriez-vous leur donner ? Moi, je leur dis toujours, ils boivent à la paille ou ils soufflent. Voilà, est-ce que vous avez... Ah oui, quand tu parles, il me dit, ah oui, il souffle pour l'anniversaire. Je dis, vous êtes combien à la maison ? On est 3. Alors, je dis, bon, il souffle 3 fois par an. C'est embêtant. Et c'est fou parce que c'est pas un reproche, je trouve que ça nous touche aussi, mais la répétition des choses, c'est fondamental. Du coup, moi, des fois, il me fait, ah bon, faut boire à la paille ? Oui. Ah bon, faut pas que je le fasse répéter ? Ah non, ne répétez pas, faites pas répéter, annonner votre enfant, parce que vous pouvez décompenser un bégaiement, des troubles de l'estime de soi, des difficultés, voilà. Plein de petites choses qui sont bien embêtantes. Et bon, moi, ça m'arrive quand même très fréquemment. Je dis, ah bon ? Et je sais qu'ils sont venus à la guidance 2 fois, qu'on les voit, que c'est abordé potentiellement en plus par l'orthophoniste qui les suit en libéral. Et bon, moi, je dis toujours, faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais c'est compliqué quand même. Au quotidien. Il faut pas se mentir. On rentre de son travail, on n'a pas forcément qu'un seul enfant, et puis il y a plusieurs enfants en bas âge, on n'a pas... Voilà. Il y a des parents qui ne savent pas jouer parce qu'ils n'ont pas joué, on n'a pas joué avec eux. Moi, je voyais bien quand ma fille était petite, je rentrais, je posais mon sac, mon manteau, et poum, j'étais déjà dans la cuisine, quoi. Donc, elle a beaucoup joué avec son papa, pas beaucoup avec sa maman. Mais c'est pour dire que c'est pas simple, et j'essaie toujours de proposer des choses qu'on intègre dans le quotidien. Bon, puisque boire à la paille, par exemple, je dis toujours, c'est quand même facile d'avoir une bouteille de paille aujourd'hui. Il y en a plein, des gourdes de paille, et ça, c'est déjà énorme dans une journée. Ils sont dans le bain, autant qu'ils fassent quelque chose quand ils sont dans le bain. Votre bébé, il bouge de plus à partir de 18 mois, c'est l'enfer sur la table à langer. Faites-lui faire des petites choses avec la bouche. On a des choses comme ça à intégrer au maximum. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Quand tu es en prise en charge et que ton enfant, il s'éclate avec son papa et sa maman à décoller des choses, recoller, soulever, faire des bulles qui débordent pas, surtout dans le gobelet, surtout quand le papa et la maman contrôlent pas les bulles et qu'ils en foutent partout, c'est que de l'eau.
c'est d'autant plus facile de s'assurer. Enfin, à chaque fois, j'ai après des parents qui m'envoient la vidéo avec l'enfant qui fait à la maison. Ça, c'est ma récompense. C'est vraiment génial. Où ils me disent je suis allée chez Action, j'ai acheté toutes les gommettes collantes, comme ça on fait des dessins. Et on peut également s'interroger sur justement la réussite scolaire de ces enfants. Et est-ce qu'on observe des difficultés particulières à l'école ? Alors, je dirais qu'il y a des... ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt le développement atypique en maternelle. En gros, au début, les enfants en maternelle, c'est pas trop un souci, parce que lui, il a peut-être ça, mais il y en a un autre qui parle beaucoup, mais alors il inverse tous les sons, on comprend rien, il y en a qui parlent pas. Et puis arrive ce moment vers la grande section où ça peut commencer à devenir vraiment plus compliqué, parce que toi, on ne comprend pas toujours pourquoi tu parles comme ça. Il peut y avoir des questions aussi sur la fente, la cicatrice. Alors, les enfants avec des fentes ne sont pas plus harcelés ou moqués que les autres, c'est juste que, en général, l'enfant ne se trompe pas sur ce qu'il attaque chez l'autre, ses lunettes, ses parents, ses baskets, sa voix. De toute façon, ça tombe toujours sur le truc qui fait mal, malheureusement. Par contre, on fait très attention quand même à ce sujet. On a une psychologue dans le service qui est très rodée à tout ça, et c'est vraiment formidable de l'avoir avec nous. Il n'y a pas de raison qu'ils aient plus de troubles 10. En revanche, il peut y avoir des choses associées, soit syndromiques, soit pour la question de l'audition, éventuellement. Mais non, il n'y a pas spécialement de... Enfin, moi, j'en ai plein qui ont des DLDO et pas de troubles de la voix, quoi. Et comment on peut les aider à justement bien s'intégrer Alors, tu parles de l'intégration au niveau un petit peu psychologique ? Oui, justement, pour les inciter à parler, si jamais ils reçoivent des moqueries. Alors, ce qui est important, comme pour toutes les moqueries, Pascal Gavel, notre psychologue, le dit bien, et moi je l'ai déjà observé avec mes patients, mais aussi avec ma fille, c'est-à-dire qu'en gros, les jeunes enfants, ils sont curieux. Quand il dit « mais t'as quoi là ?» c'est pas une moquerie. Qu'est-ce que t'as là ? Pourquoi t'as ça, toi ? Pourquoi ta lèvre elle est comme ça ? En fait, c'est pas une moquerie, c'est de la curiosité. Et en résumé, si l'enfant ne répond pas, l'autre n'est pas satisfait et il va aller le chercher. Alors que s'il a sa petite réponse, quand j'étais petit, j'avais un bobo ou ma lèvre elle n'était pas tout à fait fermée, mais j'ai un super chirurgien qui a fait ça. Ah ouais ? Ah cool, bien, on va jouer. Parfois, c'est juste une question et surtout une question de question par rapport à ta différence. Et c'est vrai que la non-réponse suscite de nouvelles questions. En gros, c'est le bouton qu'on va gratter. Le problème, c'est qu'il y a des enfants qui ne trouvent pas leur petite phrase. Et c'est là où notre collègue, Pascal, elle les aide souvent à trouver leur petite phrase à eux. Il y a une autre étape qui est fondamentale, c'est le collège. Et là, c'est plus compliqué parce que c'est, excuse-moi, c'est vraiment l'âge con, quoi. Je trouve que c'est là où c'est le plus dur. Une fois qu'ils rentrent au lycée, en général, ils gèrent beaucoup mieux. Puis on est supposé être un peu plus cortiqué. Mais le collège, c'est compliqué. Après, on a quelques problèmes avec certains enseignants, évidemment. Alors, pas sur le physique du patient, mais des enseignants qui pensent qu'il faut absolument qu'il aille chez l'orthophoniste, sauf que là, si tu veux, c'est pas le moment. L'orthophoniste, elle peut rien faire pour le moment tant qu'on n'a pas fait une certaine chirurgie. Il faut qu'on ait une meilleure occlusion, etc., etc. Et bien sûr, on va se retrouver avec des fois des problèmes de harcèlement, d'ailleurs qui ne sont pas toujours liés à la fente, mais qui, s'ils sont liés à la fente, sont plus ou moins bien gérés dans chaque établissement. Mais c'est ce qu'on entend à la télé, ou à la radio. C'est... Donc, pour résumer, quels sont les messages clés que vous souhaitez partager avec nos auditeurs concernant les fentes et leur prise en charge ? Alors, concernant les messages clés, on va dire la prévention, donc l'hygiène dentaire, l'audition, et ce qu'on dit aux parents, les trois choses, c'est pas faire ânonner ou vouloir apprendre à parler à vos enfants. On nous a pas appris à parler, ce qui les fait parler, c'est vous. Plus on leur parle, plus ils parlent. Et se dire qu'ils ont un développement un petit peu atypique. Donc, c'est pas forcément les mêmes premiers mots que le grand frère ou la grande sœur. Pour les collègues, c'est arrêter d'envoyer... Alors, pas arrêter d'envoyer chez l'ORL pour l'audition, mais arrêter d'envoyer chez l'ORL de ville dès que vous avez
une suspicion d'insuffisance vélaire, notamment avec ou sans fente, et surtout sans fente. C'est-à-dire que c'est pas forcément une fente sous-muqueuse, j'insiste très très lourdement, mais les fentes sous-muqueuses, c'est pas que des fentes sous-muqueuses. On peut avoir une insuffisance vélaire sans fente ni sous-muqueuse. Nous, on en a toujours, on en a régulièrement. Et ça, c'est pas l'ORL qui va faire le job. Et surtout, envoyez donc en centre MAFAS. Gagnez du temps quand vous serez diplômés, les unes et les autres. Vous envoyez directement, dès que vous avez fait votre bilan, que vous constatez une insuffisance vélaire, avec soupçon de sous-muqueuse ou pas. Il vaut mieux un bilan avec un chirurgien et un ortho spécialisé que d'envoyer à l'enfant chez l'ORL qui va dire non, il n'y a rien. L'année d'après, vous êtes toujours dans le gaz. Il y retourne, ou même il envoie un autre, mais souvent, dans certains coins, on renvoie au même, parce qu'il y en a qu'un dans le secteur. Et en plus, voilà, votre estime de soi dans les choux, syndrome de l'imposteur, le patient il avance pas, les parents ils commencent à avoir des doutes. Envoyez dès le départ, parce que s'il y a quelque chose, la machine se met en branle. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que d'abord, si à un moment il y a besoin d'une chirurgie, elle sera programmée avec la personne donc, globalement qui a reçu le patient. Donc là, la famille, s'il y a besoin de quelque chose, ils ont leur interlocuteur du début à la fin. S'il y a des soucis de génétique, des doutes, notamment je pense au microdélétion 22q11 qui est un grand classique, des patients qui peuvent être dans nos cabinets pour plein de raisons, sauf une fente ou une insuffisance vélaire sans fente, puisqu'ils peuvent avoir une fente, une sous-muqueuse ou pas de sous-muqueuse. En revanche, ils vont tous chez l'orthophoniste, les 22q11, des diagnostiqués ou pas, parce qu'il y a des troubles multidis, des retards sur tous les apprentissages. Donc, à un moment donné, ils passent dans nos cabinets. Donc là, c'est quelque chose qui peut être diagnostiqué et grandement aider la famille. Grâce à l'envoi, donc c'est dans les centres MAFAS, donc c'est là où je vous encourage à aller donc sur filière-tête-coup.fr. Là, il y a les différentes sous-filières, c'est-à-dire MAFAS, c'est celle qui nous concerne. Mais il y a par exemple tous les troubles de la succion déglutition chez Spraton, donc pour les Robin, Literature Collins, etc. On a Malo pour les malformations rares ORL, donc qui peuvent être associées avec MAFAS. Donc on a des patients qui sont suivis dans les 5. On a ORAR qui est sur les maladies, c'est tout ce qui est pathologie rare des dents, etc. Et puis on a Cranios pour les craniosténoses, etc. Donc ça c'est vraiment tête et cou. Et il y a des ressources incroyables pour les parents, mais aussi pour les orthophonistes. Sur MAFAS, on a une rubrique que ortho, donc du coup il y a tous les articles d'Allo Ortho qui sont consacrés aux fentes, et Dieu sait s'il y en a, mais à tout ce qui est lié aux tapes, aux dents, l'hygiène dentaire, apprendre à se moucher, etc. Vraiment, il y a plein de vidéos passionnantes, il y a on peut faire une formation rien que sur le Robin, par exemple, tout ça, c'est en accès direct, gratuit. Et du coup, franchement, c'est une somme, Donc, merci beaucoup pour toutes ces ressources. Et est-ce que vous avez un dernier petit conseil ou mot d'encouragement pour les familles avec un enfant qui présente une fente? Alors, j'ai un dernier outil qui s'appelle le dictionnaire Les fentes de A à Z. Donc, c'est un dictionnaire gratuit qui est sorti il y a 1 an et demi, qui est téléchargeable. Donc, vous pouvez le télécharger via MAFAS, via Ipsen, la fondation Ipsen, qui a financé avec la filière tête-cou cet outil. Il est super parce que vous retrouverez des définitions de tous les mots qui peuvent être abordés dans une consultation liée aux fentes. Donc, utile pour les parents et les patients, utile également pour vous les étudiants quand vous avez un doute. Pour les étudiants, j'ai envie de vous dire vraiment, mais prenez-les en charge. Ils sont la double peine, ces patients. D'une part, il n'y a pas assez d'ortho. Et d'autre part, quand les parents appellent, souvent les orthophonistes disent « Oh là là, mais non, mais ça, moi, je ne sais pas faire, j'ose pas. » On a le droit de ne pas vouloir faire certains soins. Enfin, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on se sent pas. Ça, je peux l'entendre. On peut se faire aider sur les fentes. C'est-à-dire que déjà, quand je fais une formation fente, je dis aux orthophonistes, oui, vous allez apprendre des choses dont vous n'avez jamais entendu parler aujourd'hui. C'est très, très spécifique.
C'est passionnant parce que c'est très tangible, on peut vraiment voir les choses avec son miroir. En revanche, vous savez déjà faire plein de choses qui sont extrêmement utiles à un enfant avec une fente. Et surtout, peut-être c'est le patient, il a peut-être une phonation 1, c'est-à-dire un voile qui marche parfaitement comme vous et moi aujourd'hui. Il a peut-être juste besoin d'une rééducation de la parole et du langage type classique, décalage d'acquisition. C'est pas forcément un enfant avec un trouble sévère. Et enfin, il y a des orthophonistes dans les centres qui sont là non seulement pour vous aider, mais aussi pour vous accueillir. Par exemple, à Necker, nous on accueille nos collègues. Si une fois diplômé, vous avez des patients et que vous voulez venir soit assister au bilan de votre patient ce jour-là. Alors je sais que c'est pas facile de faire fermer le cabinet, mais des fois on a une demi-journée dans sa semaine, et ben ça peut être l'occasion de venir nous voir et de voir une série de bilans et de se former et d'échanger autour de son patient, ou même si vous n'en avez pas, à l'idée de... Voilà, on peut accueillir plus qu'on ne le pense. Maintenant, encore une fois, je comprends que certains des exercices généraux ou spécialisés, ça, j'ai pas de jugement à porter là-dessus, mais plus souvent qu'on ne croit, vous refusez et vous refuserez probablement des patients fentes, alors que c'est pas forcément si compliqué, et quand bien même, les patients les plus compliqués sont souvent les plus reconnaissants et ceux qui vous apprennent le plus. Merci beaucoup, on arrive à la fin de notre épisode. Merci Madame Chapuis pour cet échange et surtout d'avoir donné de votre temps pour répondre à nos questions. C'était un vrai plaisir de vous avoir à nos côtés pour cet épisode. Merci, c'est toujours un plaisir d'échanger avec les étudiants, vous le savez. Vous pouvez retrouver notre podcast ainsi que tous nos épisodes sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner à ce compte pour ne pas manquer le prochain épisode, et également à notre Instagram APO Paris pour être informé de tous nos projets. A bientôt pour un nouvel épisode de l'APO Micro.